Chers amis français et américains, ce 10 février 2021, les débats ont repris devant le Sénat dans le cadre du second procès en impeachment de Donald Trump. Il est temps de rappeler ce qui s'est passé hier au Sénat pour cette première journée de débat. Hier était examinée uniquement l'exception d'inconstitutionnalité, la question de savoir si le Sénat est compétent pour juger un ancien président. C'est une situation qui est tout à fait nouvelle aux États-Unis, qui ne s'est jamais produite et qui soulève un certain nombre de questions importantes au regard de la Constitution de 1787. Plusieurs orateurs ont pris la parole, essentiellement trois des House Managers qui soutiennent l'acte de mise en accusation de Donald Trump et deux des avocats de l'ancien président. Jamie Raskin, premier orateur, a présenté ce qu'il a nommé le cauchemar des pères fondateurs, les événements du 6 janvier 2021. Il a fait procéder à la projection d'images simultanées du discours de Donald Trump et de l'assaut conduit contre le Capitole qui, je le rappelle, a fait 7 morts et 140 blessés. Et je dois dire que cette projection simultanée des deux événements, le discours et les émeutes, était évidemment troublante. Jamie Raskin a souligné qu'à son avis, la Constitution permet de poursuivre dans le cadre d'une procédure d'impeachment un président qui n'est plus en exercice, dans la mesure où celui-ci était président le 6 janvier 2021 et qu'il doit répondre de ses actes devant le Sénat. Jamie Raskin s'est référé sur ce point à un certain nombre d'éléments, aussi bien qui tiennent à l'histoire constitutionnelle des États-Unis qu'à des éléments britanniques. Il a également fait référence à la Convention de Philadelphie de 1787 et à la volonté des pères fondateurs d'éviter que des démagogues ne deviennent des tyrans. L'intervention de Jamie Raskin était très structurée et assez remarquable. Ensuite a pris la parole Joe Negussie, qui s'est essentiellement attaché à démontrer que le Sénat a déjà poursuivi des personnes qui avaient occupé des emplois fédéraux et qui avaient quitté leur office. En 1797, William Brunt et en 1876, c'est une procédure qui concernait William Belknap, qui était secrétaire d'État à la guerre. Joe Negussie s'est référé lui aussi à la doctrine constitutionnelle et il a fait l'exégèse des articles 1er et 2 de la Constitution pour conclure lui aussi que ce cadre juridique permet de poursuivre des présidents qui ont cessé leur fonction. David Cicilline, le troisième orateur au soutien de la mise en accusation, a mis en lumière l'équilibre qui, selon lui, doit exister entre l'importance des pouvoirs qui sont conférés au président américain et la nécessité de le placer devant ses responsabilités lorsqu'il a commis une faute qui relève de la procédure d'impeachment. Selon David Cicilline, l'ancien président Donald Trump n'est pas poursuivi comme citoyen, mais bien comme ancien président qui était en exercice à la date du 6 janvier. Selon David Cicilline toujours, c'est bien le discours de Donald Trump au rallye du 6 janvier qui a été la cause déterminante des émeutes. L'orateur a également regretté le caractère extrêmement tardif du tweet de Donald Trump qui a appelé la foule au calme et à rentrer chez elle 5 heures après le début des émeutes. Et il a conclu sur le thème de la nécessité d'éviter
une impunité dans ce genre de situation. Jamie Raskin a conclu les débats du côté de la mise en accusation en évoquant sa situation personnelle. Le 6 janvier dernier, il était présent avec sa fille et qui a été très choquée par ces actes de violence et qui lui a demandé de ne plus jamais revenir au Capitole. Ensuite ont pris la parole les deux avocats de l'ancien président. Autant la démonstration de l'accusation était juridiquement structurée et solide, à la fois sur le plan historique et constitutionnel, autant les interventions des avocats, surtout celle de Bruce Castor, laissent évidemment songeur. Bruce Castor a commencé à rendre hommage aux sénateurs dans des termes assez improbables. Il s'est étendu également sur la liberté d'expression, le premier amendement. Il a averti de l'imminence, selon lui, d'une alternance républicaine. Bon, tout ceci était assez vague et général. Il a également mis en évidence le mobile politique, selon lui, de ce procès et qui est destiné à éviter aux démocrates de se trouver en face de Donald Trump en 2024. Davidson a été plus structuré et plus juridique. Après avoir souligné en introduction, lui aussi, la finalité politique du procès et l'instrumentalisation, selon lui, de la procédure d'impeachment, Davidson a développé 2 points, dans un ordre d'ailleurs surprenant, mais c'est ainsi. Il a tout d'abord relevé l'importance du principe du procès équitable aux États-Unis, le Due Process of Law, en soulignant ses fondements constitutionnels, et il a relevé que l'ancien président ne bénéficie pas de ce cadre juridique essentiel en matière de poursuite. Il n'y a eu aucun débat contradictoire avant la mise en œuvre de cette procédure. Celle-ci a été engagée dans une grande précipitation, sans instruction, sans enquête préliminaire, sans audition de témoins. Et surtout, les débats devant le Sénat se déroulent en dehors de la présence du magistrat indépendant et impartial qu'est John Roberts, le président de la Cour suprême, dont la présence est pourtant expressément requise par la Constitution des États-Unis. Tout ceci a conduit Davidson à considérer que les principes du procès équitable n'étaient pas respectés. Ensuite, Davidson, dans une seconde partie qui était encore plus juridique, cette fois-ci, vraiment au regard de la Constitution, Davidson a développé une argumentation au terme de laquelle les articles 1er et 2 de la Constitution visent très clairement, et Davidson a souligné qu'il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre une interprétation ni la volonté des pères fondateurs, ni je ne sais quel commentaire de professeur de droit. Davidson a bien souligné que les termes sont clairs. L'article 1er et l'article 2 de la Constitution parlent bien du président. The President. The President, c'est bien le président en exercice qui peut faire l'objet d'une procédure d'impeachment et non pas un ancien président. C'est un argument qui paraît assez imparable, les termes sont clairs. En dépit de cela, l'exception d'inconstitutionnalité, vous le savez, a été écartée par le Sénat au terme d'un vote de 56 suffrages contre 44. C'est une situation qui révèle évidemment déjà l'issue du procès, puisque, vous le savez, les 2/3 du Sénat sont requis pour que l'impeachment soit prononcé. Il a été également abordé à la fin du débat la question de la distinction entre la disqualification et l'impeachment, qui sont 2 sanctions tout à fait différentes. L'impeachment ne concernant évidemment qu'un président en exercice, la destitution n'a pas de sens pour quelqu'un qui a quitté le pouvoir. Reste évidemment la question de la disqualification. À demain.